Bon, il va peut-être falloir que j'explique ces symboles. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, mais bien entendu, nous allons faire cette deuxième vidéo spooky en ce qui concerne les vidéos polyphilo avec les creepypastas. Et oui, vous savez, ces histoires d'horreur qui sont connues sur Internet. Mais alors, justement, de quoi il s'agit exactement? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que l'homme aime tant se faire peur avec des histoires d'horreur, que ce soit sur Internet ou d'autres médias? Et surtout, à quel point ce média influence les gens aujourd'hui? Eh bien, nous allons le voir très vite dans cette vidéo. Eh bien, pour comprendre le concept de creepypasta, il faut revenir à ses origines. Alors, c'est des origines assez simples. Il s'agit des légendes urbaines modernes. Alors, les légendes urbaines, ce sont des histoires d'horreur qui datent de 1968 et qui sont à la frontière entre le fictif et le réel. Certaines se basent sur des faits réels, certaines sont complètement fictives, et certaines font planer le mystère entre les deux. Les creepypastas, c'est la même chose, avec quelques différences que nous allons voir dans la prochaine partie. Mais, surtout, il s'agit d'un terme qui a été créé en 2007 sur 4chan et qui a été popularisé en 2010. En effet, il y a trois différences en ce qui concerne les creepypastas et les légendes urbaines. Alors, la première, c'est le support. Vous avez compris, les creepypastas sont uniques à Internet. Ce qui n'arrange pas le fait que j'ai énoncé sur une de mes vidéos polyphilo qu'Internet c'était une invention militaire. Mais chut, faut pas le dire, faut pas le dire. Bref. Le deuxième point et la deuxième différence entre creepypasta et légendes urbaines, c'est le nom. Parce que légendes urbaines, bon, urban legend, ok, ça se traduit de soi-même. Mais creepypasta, ça c'est un terme qui est vachement spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez creepy, en anglais effrayant, d'accord? Mais pasta, parce que pasta, c'est pas les spaghettis, hein. Non, pasta, ça veut dire copy-paste, ce qui signifie copier-coller en français. Alors, pourquoi copy-paste, pourquoi copier-coller? Eh bien, c'est là où on voit la troisième différence. C'est que les creepypastas, souvent, s'inspirent lourdement d'histoires ou de films d'horreur, en particulier les slashers comme Vendredi 13 ou Le Cauchemar de Elm Street. Donc, ouais. Et souvent, parfois même dans le concept même de copier-coller, c'est souvent des creepypastas qui vont limite copier-coller l'histoire d'autres creepypastas qui ont inventé un concept de base. Voilà. Et bien, notamment, je peux vous parler de pas mal de personnages, en exemple, comme, eh bien, vous avez dans les slashers style Jason Voorhees ou Freddy Krueger, je peux mettre dans leur catégorie Jeff the Killer. Voilà. Jeff the Killer qui en finit avec vous en vous demandant tout doucement, en vous murmurant à l'oreille de dormir. Je n'en dirai pas plus parce que... Alors, petit avertissement, je ferai une description rapide des personnages que je vais citer parce que les histoires sont terriblement gore en réalité. Ils détaillent trop les détails concernant leurs crimes. Voilà, j'essaie vraiment de trouver les meilleurs termes pour YouTube. Par exemple, et en général, c'est souvent des histoires tristes. Par exemple, j'ai aussi Ben Drowned. Alors, Ben Drowned, c'est quoi? C'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Ben, qui est mort noyé. Et donc, il finit par hanter une cartouche de jeu vidéo Zelda Majora's Mask. Alors, ça paraît très con comme histoire, et c'est vrai que souvent, les creepypastas, souvent, sont basés sur les jeux vidéo. C'est vrai. Mais en ce qui concerne Ben Drowned, c'est très intéressant parce que son histoire a été racontée en vidéo. Eh oui, 5 vidéos pour être précis. Et le plus intéressant, je trouve, dans ces creepypastas, personnellement, c'est que après ces 5 vidéos, on n'a plus entendu parler du créateur même de la creepypasta, qui a aussi créé les vidéos. Le gars a juste fait 5 vidéos sur YouTube, elles sont trouvables, et complètement disparu d'internet après ça. Ce qui
qui rajoute vraiment au mystère malaisant de Ben Brown, parce qu'on se dit, attends, pourquoi est-ce que le gars, après avoir raconté cette histoire, il disparaît d'internet sans laisser de traces? Est-ce qu'il a fait ça pour l'immersion, ou est-ce qu'il a vraiment été emporté par un fantôme? Vous voyez l'impact des légendes urbaines ici? Voilà. Et alors, roulement de tambour pour la creepypasta qui a rendu... Et non seulement la creepypasta, mais également le jeu vidéo qui a rendu populaire à nouveau les creepypasta. Roulement de tambour. Friday Night Funkin'. Oui, on va parler un peu de ce jeu de rythme à 4 boutons parce que c'est en particulier via le mode. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un mode, c'est tout simplement un programme que vous installez sur un jeu pour ajouter quelque chose sur ce jeu ou alors pour remplacer complètement le jeu. Bref. Mais le plus important, c'est la creepypasta Sonic.exe. Ouais, il fallait bien que j'en parle de lui parce que mon Dieu, le nombre de modes FNF faits sur cette creepypasta, c'est hallucinant quand tu sais que c'est l'une des pires creepypasta au niveau de l'écriture. Ouais, je déconne même pas. Le gars achète une cartouche auprès d'un vendeur chelou qui disparaît dès qu'il prend la cartouche. Le mec, c'est même pas une cartouche, c'était un disque. Il met le disque, c'est une version piratée de Sonic.exe, possédée, avec plein d'événements traumatisants que je ne détaillerai pas. YouTube oblige. Et surtout, à la fin, le machin devient conscient, finit par sortir du jeu pour posséder une peluche, de ce que j'ai compris dans l'histoire originale, et donc finit par hanter le pauvre bonhomme. Cette histoire fait zéro sens, et pourtant, ce personnage-là a été populaire pendant des années déjà avant Friday Night Funkin' et a relancé sa popularité depuis. Ouais, limite si son histoire n'a pas été réécrite. Waouh. Oh vache. Ah c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Mais surtout, je veux bien sûr parler du monstre qui est un peu derrière ces symboles. Slenderman. Slenderman, ouais. Il était temps que j'en parle. Hein. Alors, Slenderman, ça a commencé comme un concours de mèmes en 2009 créé par Victor Serge. Victor Serge ou Victor Surge? Je crois que c'est Victor Surge. Et je me corrigerai au montage s'il le faut. Et donc, Victor Surge a créé Slenderman pour un concours sur Internet en 2009. C'est à partir donc de 2012, comme par hasard, que Slenderman finit par devenir la creepypasta pour laquelle il est connu aujourd'hui. Alors Slenderman, qu'est-ce que c'est que ce personnage? C'est un monstre grand entre 2-4 mètres, genre 2 joueurs de basket, qui a un costard cravate avec une cravate rouge très classe, qui peut faire pousser des tentacules derrière son dos, et qui est tellement grand et long et mince, Slenderman, l'homme mince, que donc il peut se camoufler derrière les arbres morts. Et alors sa tactique à lui, c'est pas d'achever ses victimes directement, c'est de les rendre folles, afin de les mettre à son service, histoire qu'il fasse le sale boulot à sa place. Est-ce que c'est pour une cause mystérieuse? Est-ce que c'est parce que Slenderman est bien plus sadique qu'on ne le penserait? On ne sait pas. Ça dépend de celui qui raconte l'histoire en ce qui concerne Slenderman. Et bien sûr, je suis obligé, via le Slenderman, de parler de la tentative de meurtre du Wisconsin en 2014, perpétrée par 2 filles envers une plus jeune, envers leur amie en plus, de 12 ans, soi-disant en l'honneur de Slenderman, afin de devenir ses proxys, c'est-à-dire ses disciples en gros. Oui, parce que Slenderman, il a des proxys, alors je peux les citer rapidement: Hoodie, Masky et Tiki Toby. Tiki Toby, qui apparemment a été rebooté récemment, je crois, pour être sa propre histoire. Donc, vous voyez, on sait pas trop. Voilà. Et c'est ça aussi l'une des différences entre les creepypasta et les légendes urbaines, c'est que c'est souvent des auteurs spécifiques en ce qui concerne les creepypasta. Tel auteur
une histoire, un monstre. Tel auteur, une histoire, un monstre. Et souvent, ces auteurs, ils n'ont pas le temps de s'accorder les uns par rapport aux autres, ou alors ne se connaissent même pas, alors que paradoxalement, leurs histoires viennent d'internet, et que tout le monde est censé se retrouver dessus. Donc, ouais, c'est bizarre. Et en ce qui concerne le Wisconsin, eh bien, je mettrai dans la description l'article en ce qui concerne cette tentative pour ceux qui ont le cœur bien accroché, parce qu'effectivement, ce n'est pas une histoire drôle. Au contraire, c'est un vrai, je déconne même pas, c'est un vrai fait divers qui s'est passé en 2014. Les 2 filles ont été condamnées en 2018. Donc voilà. Je pense que citer Slenderman, il faut un peu citer son histoire, l'histoire autour de ce personnage. Voilà. Sachant que Slenderman, bien sûr, pour reparler de lui, c'est le plus célèbre des creepypasta qui est à l'origine de ce symbole que vous voyez là, et qui donc a été adapté en tout. Il a été adapté en jeu vidéo, il a été adapté en histoire sur le net, en web stories, il a même été adapté en film. Va falloir que je retrouve ça au montage, moi. Mais alors, si les creepypastas sont tellement hors de contrôle parce que Internet, parce que les créateurs souvent n'arrivent pas à se coordonner les uns avec les autres, quand ils ne finissent pas eux-mêmes coupables de crimes, c'est arrivé aussi. J'ai 2 exemples ici, entre le créateur de Laughing Jack et celui de Sonic.exe également. Vous ferez vos recherches vous-même, hein, je vous préviens. C'est assez dark. Je le dis de manière familière, mais honnêtement, c'est assez sombre. Si tout cela est hors de contrôle, est-ce que cela ne pourrait pas déboucher sur des re-questionnements en ce qui concerne Internet? Au moins un argument pour remettre en question Internet et son utilisation. Est-ce que Internet n'est pas allé trop loin avec ce genre d'histoire? Vous savez, l'humanité, dans le pire des cas, t'as l'impression d'avoir touché le fond, et en fait, on te repasse une pelle, jusqu'à ce que t'aies trouvé de l'or. Sauf que l'or, des fois, il est tellement profondément qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et c'est le cas des creepypastas. Parce que oui, les creepypastas, ça existe encore. Il y a encore des histoires qui sont créées tous les jours, plein d'histoires d'horreur. Je pourrais prendre, je sais pas moi, je pourrais prendre n'importe quel objet, genre, je sais pas moi, ce rouleau de scotch. Je pourrais prendre ce rouleau de scotch et je pourrais dire, allez, je fais une creepypasta à partir du scotch. Le scotch. En 10 minutes, je vous écris une histoire d'horreur à propos de quelqu'un qui s'est abattu par accident via un putain de rouleau de scotch. Ouais. What? Je vous jure que c'est ça. Des fois, les creepypastas, ça commence juste à partir d'un objet. Juste un objet. De toute façon, tant que l'imagination de chacun interviendra, il y aura toujours des creepypastas, de nouvelles creepypastas sur Internet. Voilà, tout simplement. Et en ce qui concerne YouTube, puisque bon, depuis le début de cette vidéo, j'essaie de ne pas m'attirer les vidéos de YouTube en essayant d'utiliser les bons termes. Alors si ça se trouve, cette vidéo, elle va se faire démonétiser juste pour ce que je dis dessus. Eh bien, il y a encore des YouTubeurs qui sont spécialistes en creepypasta et qui bossent encore aujourd'hui sur des histoires d'horreur. Alors, dans l'une de mes vidéos indices, je crois, j'ai cité David Nier, qui double des personnages de creepypasta et qui a fait notamment des origines de la creepypasta Sally. Voilà. Pour faire court, c'est une fille fantôme, même pouvoir que Sadako, en particulier les couteaux. Oh, ça rime, tiens, en plus. En français, ça rime. Bref. Et en ce qui concerne d'autres créateurs, je peux citer par exemple, je sais pas, un YouTuber qui s'appelle littéralement Mr. Creepypasta. What? Ouais, il y a un YouTuber qui s'appelle juste comme ça et qui est encore en activité. Il est encore en activité. Là, en ce moment, je crois qu'il fait une vidéo toutes les 2 semaines, encore aujourd'hui. Donc ouais, il est encore actif sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller le voir. Incroyable. Moi je dis, parce que non mais, soyons conscients que ce gars est sur YouTube depuis 10 ans. Au bas mot. Et il est toujours actif. Incroyable.
les creepypastas, c'est aussi toute une ribambelle de personnages plus populaires les uns que les autres. Et comme les droits d'auteur sont inexistants à propos des creepypastas, il y a une myriade d'histoires sur internet faites à propos des creepypastas qui rendent soit les monstres comme Jeff, Laughing Jack ou autres complètement encore plus monstrueux que ce qu'ils étaient dans leur histoire de base. Bon, même si j'avoue c'est assez dur, mais ouais, effectivement. Ou alors ils font d'eux les protagonistes d'une histoire. En mode victime incomprise. Ok, ouais. C'est arrivé beaucoup de fois par rapport aux histoires, aux comics, fan comics faits sur les creepypastas, en particulier par exemple sur DeviantArt, je vais pas vous cacher, mais voilà. Donc ouais, et ces personnages-là sont restés populaires sur internet et ils le resteront pendant longtemps encore. Ah, et autre chose aussi. En ce qui concerne le creepypasta, on avait une creepypasta, et on a une creepypasta qui elle aussi est devenue célèbre via FNF. Je vais dire FNF le jeu vidéo histoire de dire le titre rapidement, sinon on va pas s'en sortir. Mais une creepypasta autour de Mickey Mouse. Alors, je ne vais pas pouvoir dire le nom de la creepypasta ici parce que YouTube va me descendre. Je vais juste mettre l'image là et le titre là. Ouais. Quoi, vous pensez que c'est exagéré? Excuse-moi, mais Disney, quand vous avez rendu la première scène de Mickey Mouse sur le bateau à vapeur en noir et blanc libre de droit, quelle a été la première réflexion et quel a été le premier réflexe de réalisateur de film? Ouais, ça a été de faire un film d'horreur. Je déconne même pas en plus. Il y a un film d'horreur basé sur la simple scène de Mickey Mouse dans son bateau à vapeur en noir et blanc. Juste pour cette petite scène, les mecs ont réussi à faire un film d'horreur d'1h30. Vous voyez le souci? Voilà, le souci c'est qu'au final, on a ce besoin d'avoir peur, on a ce besoin de regarder des films d'horreur, on a ce besoin de connaître des personnages et de lire des histoires d'horreur. Mais alors, d'où ça vient? D'où vient ce besoin? Pour cette conclusion, j'aimerais qu'on se repose la question à tout le monde, enfants, parents compris. Pourquoi avons-nous le besoin de regarder des histoires d'horreur? Pourquoi avons-nous le besoin d'avoir peur? De manière fictive, s'entend. Mais pourquoi avons-nous ce besoin d'avoir peur en regardant des films d'horreur, en regardant des creepypastas ou des légendes urbaines? Eh bien, il faut regarder du côté du cerveau pour ça. Parce qu'il faut parler ici de l'adrénaline. Alors, l'adrénaline, vous savez que quand on mange beaucoup de chocolat, par exemple, ou de cacao, eh bien, on s'excite, on a plus d'énergie, etc. Donc, on est plus actif, notamment via le sucre, bien sûr. Le café fait ces mêmes effets, mais pourquoi la peur spécifiquement? Eh bien, la peur donne cette adrénaline spécifique qui vous donne envie soit de fuir, soit de riposter et de vous battre. C'est l'un ou l'autre. Et il y a satisfaction, à savoir que l'on peut couper la peur, c'est-à-dire le film d'horreur ou la creepypasta, à tout moment. Donc du coup, c'est un peu comme si on faisait une dose d'adrénaline de manière artificielle en fait. Et c'est là-dessus que les creepypastas et les légendes urbaines, malgré leurs différences, se rejoignent. C'est tout simplement le même effet. Le même effet, c'est de vouloir avoir peur. C'est de vouloir justement avoir cette adrénaline et avoir la satisfaction de se dire « Waouh, j'ai réussi malgré mon adrénaline et mon envie de fuir ou de me battre contre le méchant alors que je sais que c'est un film ou une histoire de creepypasta, j'ai réussi à tenir jusqu'à la fin de l'histoire. » Ouais, c'est l'hormone de la satisfaction qui suit l'adrénaline à la fin quand même. Donc ouais, voilà pourquoi les creepypastas sont là, voilà pourquoi ils existeront toujours, un peu à la manière d'Halloween, ce que j'ai cité récemment. Parce que les creepypastas, les légendes urbaines, c'est basé sur un concept, c'est la satisfaction d'avoir réussi à survivre à une situation d'horreur fictive ou réelle jusqu'au bout,
que ce soit en fuyant, que ce soit en se battant, c'est l'hormone de la satisfaction qui suit l'adrénaline, qui fait que nous sommes satisfaits d'avoir regardé une histoire d'horreur jusqu'au bout. Voilà. Et c'est pour ça que comme Halloween, eh bien les légendes urbaines, les creepypastas, eh ben ça existera toujours. Toujours. Et pour remonter beaucoup plus loin, qui nous dit que les hommes préhistoriques, à l'époque, il y a 10 000 ans, ne se racontaient pas justement des histoires d'horreur basées sur des faits réels, justement pour savoir gérer l'adrénaline par rapport aux situations réelles. Qui ne nous dit pas ça? Regardez en Égypte, excusez-moi, mais alors la religion égyptienne, le coup de peser ton cœur sur une balance, et que si ça marche pas, ton cœur se fait bouffer par un crocodile, excuse-moi. C'est un peu une histoire d'horreur aussi, n'empêche. Voilà, moi je dis juste. Et ce sera tout pour aujourd'hui en ce qui concerne la vidéo Polyphilo. Parce que en parlant d'Halloween, eh bien, il sera temps que je me prépare pour la prochaine vidéo Polyphilo. Je ne dirai pas wink wink sur ce coup-là parce que vous savez exactement de quoi on va parler le mois prochain. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cette chaîne YouTube touche sur ses 1 an. Ça y est. Je peux enfin le dire. Ah bah putain, 1 an! 1 an que la chaîne YouTube existe et nous continuons de mettre du contenu tous les jours, que ce soit gaming, vidéo pour les filets ou autre. Il faut absolument que je réussisse à varier mon contenu. J'espère que je vais y arriver en décembre. Mais en attendant, je vous remercie à tous d'être restés sur cette chaîne YouTube depuis 1 an. Je vous remercie à tous de regarder mes vidéos depuis le temps. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube à partir de cette vidéo. N'oubliez pas également de liker, de partager la vidéo, de mettre un commentaire si ça vous a plu ou pas. Moi, votre avis m'intéresse. Et n'oubliez pas que j'ai également une page Facebook, Twitter, Discord. En ce qui concerne mes activités sur Internet, j'ai la page Twitch, The New Dracula Show. Tout sera dans la description de la vidéo. Et j'ai également une page Patreon si vous souhaitez soutenir YouTube et Twitch au niveau de mes plateformes. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube et sur ma page Twitch depuis le temps que ça fait 1 an que nous sommes en train de démarrer cette chaîne YouTube. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Dracula.